Je m'appelle Charlotte Allard, j'ai 66 ans et je suis à la retraite depuis un peu moins de 2 ans. Je touche environ 2 500 € par mois de pension de la Sécurité sociale. Dans un petit village de la région de Delac, en surveillant chaque centime, cela suffit parfaitement pour vivre. Mon mari est décédé jeune. Après le mariage de mon fils, Julien, je me suis retrouvée seule. Je vis seule dans cette vieille maison, la réchauffant avec des souvenirs. À mon âge, la vie n'est-elle pas censée tourner autour de ça? La famille est réunie, des rires résonnant dans les couloirs. Avec Noël approchant, Julien m'a appelé pour me dire qu'il voulait que je passe les fêtes avec eux cette année. À cet instant, mon cœur s'est illuminé, comme si on m'avait tendu une tasse de chocolat chaud fumant en plein hiver, me remplissant d'une chaleur si profonde qu'elle m'a pénétré jusqu'aux os. Dès que nous avons raccroché, je me suis mise au travail. J'ai sorti une vieille valise du fond du placard et je l'ai nettoyée encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit assez propre pour refléter un éclat discret. Le pull neuf que j'avais mis de côté pour les fêtes était déjà soigneusement plié, prêt à être emporté. Un à un, je l'ai rangé avec d'autres affaires. Les petits pains au bacon fumé que Julien adorait enfant, le miel local préféré d'Amandine et des confitures maison, soigneusement emballées pour ne rien oublier. En préparant mes affaires, mes doigts ont effleuré une vieille photo jaunie. Julien n'était qu'un adolescent sur cette photo, avec un large sourire éclatant et 2 petites dents de devant qui pointaient. À ses côtés, il y avait moi, plus jeune, avec des cheveux noirs épais, un sourire confiant, des yeux débordant d'une espérance de vie farouche et indomptable. Les décennies avaient hâte filer en un instant. Toute ma vie, je m'étais donné corps et âme à cette famille, à Julien. Quand il était petit, je travaillais de nuit ou l'après-midi à l'usine textile, rentrant si épuisée que je tenais à peine debout, juste pour m'assurer qu'il ait une vie meilleure. Quand l'usine a fermé, j'ai vendu des produits sur les marchés, pris des petits boulots, tout ce qui était nécessaire. Je me suis battue bec et ongles pour que Julien puisse aller à l'université, pour qu'il ait un bon départ dans la vie. Ce n'est que lorsqu'il s'est établi, marié, avec une vie stable, que j'ai enfin pu respirer. La retraite a été simple, comme un verre d'eau. Ce n'est qu'en voyant Julien et sa famille que la vie avait un goût un peu plus sucré. Je ne savais pas que ce doux parfum était déjà mêlé de poison. Quand je suis arrivée à l'appartement de Julien, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et Amandine était déjà là, m'attendant. Elle a souri radieusement et s'est précipitée vers moi. « Charlotte, te voilà enfin! Il fait un froid glacial dehors, entre vite. » Elle a pris ma valise avec des gestes joyeux, allant et venant. « Assieds-toi, je vais te chercher un thé bien chaud pour te réchauffer. » Julien a passé la tête par la fenêtre du bureau, un sourire fatigué sur le visage. Un « Salut maman !» Il semblait épuisé, avec des cernes sous les yeux. « La fin d'année, c'est toujours la folie. J'ai travaillé sans arrêt, » a-t-il expliqué. J'ai hoché la tête, une pointe d'inquiétude dans la poitrine. « Tu n'as qu'un seul corps, mon chéri, ne le détruis pas. » Amandine est revenue rapidement avec une tasse fumante. L'arôme réconfortant a envahi la pièce. La chaleur des radiateurs m'enveloppait. C'était un monde à part par rapport au froid de ma petite maison. Amandine a rangé ma valise dans la chambre d'amis et s'est empressée de commencer à préparer le dîner. Le repas qu'elle a servi était copieux et impressionnant. Un rôti de bœuf parfumé et juteux, un cabillaud vapeur tendre et beurré, accompagné d'une poignée de garnitures fraîches et colorées. Sa cuisine s'était tellement améliorée. Je n'ai pas pu m'empêcher de la complimenter et elle a ri, plissant les yeux. « Je suis tellement contente que ça te plaise. Tu devrais venir plus souvent, je cuisinerai pour toi tous les jours. » Mais malgré ses sourires faciles, il y avait quelque chose de trop raffiné, de trop empressé. Elle n'arrêtait pas de remplir mon assiette, me choyant avec un soin presque impeccable, comme une veste neuve qui ne tombe pas tout à fait bien sur les épaules. Presque, mais pas tout à fait. Pendant ce temps, Julien engloutissait sa nourriture sans y penser, les yeux rivés sur son téléphone encore et encore, comme si quelque chose le tirait ailleurs. La table semblait vivante en surface, mais en dessous, c'était comme une écharde d'os coincée dans ma gorge, impossible à avaler, impossible à recracher. Le lendemain matin, les parents d'Amandine sont arrivés. Dès leur entrée, Patricia l'a serrée fort dans ses bras, avec une affection débordante. Elles ont bavardé sans s'arrêter, leur rire aigu remplissant la pièce comme si nous avions tous disparu. Je suis restée à l'écart, invisible.
Pendant un instant, j'ai presque eu l'impression de me fondre dans le papier peint. Robert était plus réservé. Il m'a serré la main et a échangé quelques mots aimables. Patricia, elle, avait l'air de quelqu'un habitué à s'asseoir derrière un grand bureau. Avant sa retraite, elle travaillait dans un bureau municipal et ça se voyait. Elle m'a jeté un regard en coin, détaillant mon vieux manteau de laine, celui que je portais depuis des années, épais, robuste, chaleureux, mais un peu démodé. Elle a esquissé une moue qui n'était pas vraiment un sourire. Pour elle, je devais avoir l'air négligé, déplacé. Le manteau qui m'avait toujours fait me sentir prête, presque fière, semblait soudain fin et fatigué sous son regard. Le dîner s'est déroulé dans une tension subtile. Julien et Robert échangeaient des bribes de conversation sur les dernières nouvelles financières, tandis qu'Amandine et sa mère discutaient vivement des ragots du quartier, des promotions au supermarché et des enfants qui avaient récemment sauté une classe. Je suis restée assise là, en silence, picorant ma nourriture, me sentant hors de place. La voix de Patricia, aiguë et autoritaire, a rapidement pris le dessus sur la conversation. « Robert et moi gagnons presque 6 000 € par mois avec nos pensions », a-t-elle déclaré, levant sa tasse de thé avec une grâce experte. Elle m'a regardée, rapide et scrutatrice. « Nos dépenses sont minimes, donc la vie est plutôt confortable. Le mois dernier, nous avons acheté un petit appartement à Nice. C'est parfait pour l'hiver, un climat doux, un air pur. » Elle s'est tournée vers Amandine avec un sourire. « Vous devriez commencer à planifier à l'avance. Les prix de l'immobilier ne font qu'augmenter. Mieux vaut passer à une maison plus grande maintenant, surtout avant l'arrivée des bébés. » Tout Amandine a hoché la tête rapidement. « On y travaille, maman. » Puis Patricia s'est tournée vers moi avec un ton de fausse sollicitude. « Et toi, Charlotte, comment va ta santé? Amandine m'a dit que ta pension n'est pas très élevée. Arrives-tu à couvrir tes dépenses quotidiennes? » Sa voix était légère, mais il y avait une lueur dans ses yeux. Un jugement subtil, mais tranchant. J'ai forcé un sourire calme, même si quelque chose se crispait dans ma poitrine. Je touche environ 2 500 € par mois. Ça suffit pour mes besoins quotidiens. Ma santé va à peu près, quelques douleurs anciennes, mais rien de grave. « Oh, 2 500 » a répété Patricia, étirant les mots, haussant légèrement les sourcils, sa voix teintée d'une pitié délicate, presque imperceptible. J'ai pris ma tasse de thé, me cachant derrière, masquant la piqûre de douleur et la bouffée de fierté qui m'envahissait. Ce n'est qu'à cet âge que je l'ai vraiment compris. Pour certains, toute votre valeur se résume aux chiffres de votre compte bancaire. Et le mien ne méritait même pas un hochement de tête poli dans leur monde. Après le dîner, Julien a appelé Robert dans le bureau pour discuter d'investissement, laissant Amandine et Patricia sur le canapé du salon, à moitié devant la télévision, à moitié chuchotant entre elles. J'étais épuisée, pas physiquement, mais au plus profond de moi, là où la douleur s'installe et ne part plus. Je me suis excusée en disant que j'avais besoin de repos et je me suis retirée dans la chambre d'amis. C'était une petite pièce, mais propre et lumineuse. Un petit pot de lierre reposait sur la table de chevet, ses feuilles luxuriantes et vertes dégageant une vitalité sereine et tenace. Pourtant, à l'intérieur, tout me semblait lourd et figé. Je me suis assise au bord du lit, regardant par la fenêtre le ciel gris et terne, tandis que mon esprit s'égarait. J'ai pensé à l'hiver où Julien voulait ses baskets hors de prix, à la semaine entière que j'avais passée à travailler de nuit dans un entrepôt, juste pour pouvoir les lui acheter. J'ai pensé à ses années universitaires, quand je lui envoyais tout l'argent durement gagné pendant que je vivais de pain rassis et de gros du robinet. J'ai pensé à son mariage, quand j'ai vidé mes économies et même emprunté à des amis pour l'aider à verser la compte de leur première maison. Je n'ai jamais rien fait d'extraordinaire dans ma vie. Tout ce que j'ai essayé, c'était de faciliter les choses pour mon fils. J'ai toujours pensé que cela suffirait, mais maintenant, il semblait que je n'avais jamais été à la hauteur. Je suis restée longtemps dans la chambre d'amis avant de me lever enfin, ayant besoin d'air. J'ai ouvert la porte avec précaution et j'étais sur le point de sortir quand j'ai entendu des voix basses venant du salon. C'étaient Amandine et Patricia, parlant doucement, mais leurs mots étaient clairs comme une cloche dans le silence de la maison. « Maman, que peut faire cette vieille avec 2 500 € par mois? Elle continue à bouger, mais que se passera-t-il si elle tombe malade? Je suis censée tout laisser tomber pour m'occuper d'elle? »
La voix d'Amandine, teintée d'une irritation à peine masquée, m'a traversé comme un coup de marteau. Mon pied s'est figé à mi-pas, cloué au sol par une force invisible. « Exactement, je t'avais prévenu, » a dit Patricia froidement, sa voix aiguë et précise. Sa petite pension couvre à peine ses dépenses. Si elle tombe malade, elle sera un fardeau pour toi. J'ai retenu mon souffle, les paumes moites de sueur froide. J'ai essayé de me retirer en silence, mais leurs paroles me griffaient les oreilles, refusant de me lâcher. « À quoi bon l'avoir ici ?» a murmuré Amandine, d'un chuchotement bas et amer qui m'a profondément blessée. 500 € par mois ne couvriraient même pas une infirmière à domicile à moitié décente. C'est pourquoi, a dit Patricia avec un calme terrifiant, tu dois t'occuper de la maison pendant qu'elle est encore lucide. Fais en sorte qu'elle te la cède, à toi et à Julien, avant qu'il ne soit trop tard. Amandine semblait hésitante, mais il y avait une note plus avide dans le fond. Cette maison est vieille, mais bien située. On pourrait probablement la vendre pour 300 000, peut-être 400 000 €. Exactement, a insisté Patricia, sa voix empreinte d'un calcul glacial. Tu dois la mettre entre tes mains. Sinon, si elle perd la tête et la lègue à quelqu'un d'autre, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Et en plus, a ajouté Amandine doucement, elle tousse beaucoup ces derniers temps, elle est en paix, et elle est assez pâle. Qui sait combien de temps elle tiendra encore? Ces mots ont tranché mon cœur comme une épée aiguisée et impitoyable. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Mes membres se sont figés. Même respirer me faisait mal. Une douleur, une rage et un sentiment profond et déchirant de trahison m'ont envahi, me submergeant complètement. Je pensais toujours qu'Amandine, malgré sa mesquinerie, me respectait au moins en tant que sa belle-mère. Je n'avais jamais réalisé que pour elle, je n'étais qu'un fardeau insignifiant, une charge vieillissante à gérer, peut-être même à écarter quand elle deviendrait trop lourde. Tous ces sourires, ces accueils chaleureux, ces repas soigneusement préparés, tout n'était qu'une comédie. Et maintenant, j'avais vu le script avant la scène finale. Je me suis mordu la lèvre si fort que le goût du sang a envahi ma bouche. Les larmes me brûlaient au coin des yeux, mais je les ai retenues. Je ne pouvais pas m'effondrer ici. Je ne pouvais pas les laisser me voir me briser. Je suis retournée dans la chambre d'amis, bougeant comme un soldat vaincu se retirant du champ de bataille. Une douleur me déchirait la poitrine, mais au fond, une clarté douloureuse s'emparait de moi. Je ne pouvais pas rester une minute de plus. Cette maison, avec son thé chaud et ses pièces accueillantes, était devenue une prison dorée. Sans hésiter, j'ai ouvert ma valise d'un coup sec et j'ai commencé à y jeter mes affaires, une par une. Mes gestes étaient froids et mécaniques, comme si j'enterrais les derniers vestiges de ma dignité. Le pull de laine neuf que j'avais acheté pour les fêtes, les petits pains au bacon fumé que j'avais passé des jours à préparer, le pot de confiture maison que j'avais emballé avec tant de soin, tout cela semblait maintenant une plaisanterie cruelle, se moquant de mes espoirs naïfs. J'ai cherché un stylo sur la table de chevet et, d'une main tremblante, j'ai griffonné une brève note. La voisine Hélène a eu une urgence. Je suis partie l'aider. Ne vous inquiétez pas. L'écriture était tordue, désordonnée, un reflet du chaos qui bouillonnait en moi. J'ai pris une profonde inspiration, saisi ma valise et ouvert la porte sans bruit. Dans le salon, la télévision continuait de hurler. Amandine et Patricia étaient plongées dans leur conversation, riant doucement, inconscientes de tout. La tête baissée, je me suis dirigée vers l'entrée, j'ai enfilé mes chaussures et j'ai ouvert la porte principale en silence. En moins de 30 secondes, j'étais dehors. Le vent m'a frappé le visage, rude et cinglant, mais aucun froid hivernal ne pouvait égaler celui qui s'était déjà installé au plus profond de moi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai empoigné la poignée de ma valise et j'ai continué à marcher, un pas après l'autre, dans la nuit. Quand je suis rentrée chez moi, le ciel était complètement noir. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières. À tâtons, je me suis dirigée vers le canapé et je m'y suis effondrée, le corps lourd et sans force. La valise gisait abandonnée près de la porte, appuyée contre le mur comme un chien errant que personne ne voulait. La maison était étrangement silencieuse, seulement interrompue par le balayage occasionnel des phares qui éclairaient les fenêtres, projetant des ombres fugaces et pâles sur la pièce. Dans l'obscurité, je pouvais entendre les battements de mon propre cœur, puis enfin les sanglots que j'avais retenus toute la soirée. Les larmes ont jailli, brûlantes,
contre mes mains froides. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie totalement seule, totalement abandonnée. La famille sur laquelle je pensais pouvoir compter, le lien que j'avais construit toute ma vie, tout cela reposait sur la fragile fondation de l'argent et de la commodité. À leurs yeux, je ne valais même pas la peine. Juste une vieille femme avec une maigre pension de 2500 €, un fardeau futur dont il fallait se débarrasser le plus vite et le plus proprement possible. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré. Assez pour que mes larmes sèchent, assez pour que mon cœur se glace. Non, je n'allais pas me résigner à l'accepter. Je ne pouvais pas. Pour une fois dans ma vie, j'avais besoin de vivre pour moi. J'ai lentement relevé la tête et fixé l'étendue infinie de la nuit par la fenêtre. Peut-être que surprendre leur conversation n'était pas un hasard. Peut-être était-ce l'univers qui me donnait un dernier appel au réveil. C'était maintenant, l'heure de réévaluer ma vie, l'heure de reprendre mon avenir. J'ai cherché à tâtons la lampe près du canapé et je l'ai allumée. La lumière n'était pas forte, mais elle chassait l'obscurité, éclairant la pièce. Et au plus profond de moi, une petite lumière tenace s'est rallumée. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était Julien. Son nom est apparu sur l'écran, familier et lourd. J'ai hésité un instant avant de répondre. « Maman, pourquoi es-tu partie si soudainement ?» La voix de Julien était chargée d'inquiétude et de confusion. « Amandine a dit que tu avais laissé une note à propos d'une urgence avec la voisine Hélène. » Je me suis éclairci la gorge, stabilisant ma voix. « Oui, le mari d'Hélène a eu une crise cardiaque soudaine. Elle a paniqué et m'a demandé de l'aider. » C'était un mensonge, et il pesait comme une pierre dans ma poitrine, lourd et étouffant. « Oh, tout va bien maintenant ?» a demandé Julien. « Oui, tout va bien. Ils l'ont emmené à l'hôpital. » J'ai continué à mentir, un goût amer montant dans ma gorge. « Bien, bien, maman, prends soin de toi s'il te plaît. Si quelque chose arrive, tu dois nous le dire. » Il a marqué une pause, puis ajouté « J'essaierai de passer te voir dans quelques jours. » « Pas besoin, ai-je dit rapidement, d'une voix douce mais ferme. « Concentre-toi sur ton travail. Je vais bien ici. » Après avoir raccroché, j'ai poussé un profond soupir, mais pour une raison quelconque, l'air semblait encore plus lourd. Peu après, Amandine a appelé. « Charlotte, pourquoi es-tu partie sans rien dire? »« Nous étions tellement inquiets pour toi, » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une inquiétude parfaitement mesurée, parfaitement douce, mais je l'ai entendue. Ce léger fil de soulagement dans sa voix, comme quelqu'un qui vient de se débarrasser d'un fardeau indésirable. « Il y a eu une urgence à la maison. C'est réglé maintenant, » ai-je dit calmement. « Oh, mais tu dois prendre soin de toi, d'accord? Promets-moi que tu nous appelleras si tu as besoin de quoi que ce soit. N'essaie pas de tout gérer seule, » a-t-elle insisté avec enthousiasme. Ces mots m'enveloppaient comme un filet de mensonges prudents. J'ai murmuré quelques réponses polies et j'ai raccroché. En regardant l'écran noir de mon téléphone, j'ai laissé échapper un sourire amer et brisé. La chose la plus cruelle était de savoir que je devais continuer à jouer leur jeu, à terminer la pièce qu'ils avaient si soigneusement mise en scène, à prétendre que tout allait bien. Peut-être est-ce cela, être adulte. Sourire malgré les bleus, couvrir la douleur avec le silence. 2 jours après la Saint-Valentin, Julien est enfin venu me voir. Il était assis raide sur le canapé, jouant nerveusement avec ses mains, comme s'il portait un poids qu'il ne savait pas comment poser. « Maman, ce jour-là, » a-t-il commencé, sa voix à peine plus qu'un murmure. « As-tu entendu quelque chose? » Mon cœur s'est légèrement serré, mais mon visage est resté calme, impassible. « Entendu quoi? » ai-je dit, d'un ton léger et posé. Julien m'a fixé longuement, comme s'il essayait de lire quelque chose de caché dans mes yeux. J'ai soutenu son regard, ferme, apparemment sereine, même si mon cœur saignait silencieusement dans ma poitrine. Non, je ne pouvais pas le lui dire maintenant. Si je révélais tout, cela ne ferait que compliquer les choses pour lui et pour moi. Cela n'avait aucun sens. Finalement, il a baissé les yeux et, après une longue pause, a murmuré « Maman, parfois Amandine dit des choses qu'elle ne pense pas vraiment. S'il te plaît, ne le prends pas à cœur. » En fin de compte, il l'avait choisi. J'ai hoché la tête légèrement, sans rien dire de plus. La pièce s'est plongée dans un silence inconfortable, seulement brisé par le tic-tac constant de la vieille horloge murale. Julien est resté un peu plus longtemps, s'inquiétant de ma santé, me rappelant de prendre mes médicaments.
avant de se lever et de partir. Je l'ai observé depuis la fenêtre, alors qu'il descendait précipitamment les escaliers et disparaissait dans la rue, une silhouette petite et solitaire avalée par l'après-midi gris. Il y avait de la tristesse en moi, de la déception aussi, mais surtout une acceptation familière et lasse. Le fils pour lequel j'avais donné ma vie ne me comprendrait jamais vraiment. Après le départ de Julien, la maison est fait retomber dans son silence vide habituel. Je me suis assise seule sur le canapé, écoutant le tic-tac de l'aiguille des secondes. Chaque clic était un rappel sourd et résonnant de la vacuité de mes jours. J'ai commencé à réfléchir sérieusement, pour la première fois, à ce que devrait vraiment être la vie après la retraite. Les courses, les tâches ménagères, une partie d'échecs occasionnelle ou une discussion informelle avec de vieux amis au parc. Tout était si plat, si tiède, comme un verre d'eau laissé trop longtemps dehors, ni chaud ni froid, sans saveur et oubliable. Cette nuit-là, chez Julien, les mots que j'avais entendus avaient retenti comme un coup de tonnerre étouffé, perçant le brouillard de ma complaisance. Je ne pouvais plus vivre ainsi. Je me suis levée et j'ai commencé à ranger la vieille maison où j'avais vécu la majeure partie de ma vie. J'ai ouvert des placards poussiéreux et sorti des piles d'objets oubliés. Pièce par pièce, je les ai triés, jetant les inutiles dans des sacs poubelles, mettant soigneusement de côté ceux qui avaient encore du sens. Enfoui au fond d'un vieux coffre en bois, j'ai trouvé des reliques d'une autre vie, des albums photos jaunis. L'un me montrait en tenue de travail, souriant radieusement à l'usine. Un autre nous montrait, mon défunt mari et moi, le jour de notre mariage, lui dans un costume impeccable, moi dans une simple robe blanche, timidement penchée vers lui. Et puis il y avait Julien, joufflu et aux joues roses, un petit garçon avec un sourire éclatant. Parmi les photos, il y avait des certificats que je n'avais pas vus depuis des décennies. Employé exemplaire, technicienne supérieure et une vieille carte de membre du club de photographie locale. Je l'ai ramassée, soufflant doucement la poussière, passant mes doigts sur les lettres dorées décolorées, et soudain, les souvenirs m'ont submergée. Jeune, j'adorais la photographie. Même lorsque l'argent manquait, j'avais économisé pendant des mois pour acheter mon premier appareil, un Canon AE1 d'occasion. Partout où j'allais, l'appareil m'accompagnait. Je m'étais même inscrite à l'association de photographie de la ville, apprenant les ficelles du métier auprès de photographes expérimentés. Certaines de mes photos avaient même été publiées dans le bulletin interne de l'usine. Mais la vie était devenue plus trépidante. Il fallait payer les factures. Julien avait besoin d'être élevé, et peu à peu, la photographie s'était effacée. L'appareil avait été relégué dans un coin, oublié sous une couche de poussière. En me remémorant ces jours où je poursuivais la lumière à travers le viseur, je réalisais que c'était certains des moments les plus purs et authentiques de ma vie. Difficile, oui, mais si réel, si plein. J'ai reposé la vieille carte de membre avec précaution, sentant une vague de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une étincelle d'excitation. Pourquoi ne pourrais-je pas reprendre? J'avais encore du temps, encore de la force. Je refusais de laisser le reste de ma vie s'écouler en silence, inaperçu. J'ai fouillé le placard et, après quelques recherches, j'ai enfin retrouvé mon vieil appareil Canon. Je l'ai nettoyé avec des mains tremblantes, enlevant la poussière de son boîtier. Il était vieux, une relique, mais toujours intact, toujours beau. À cet instant, j'ai pris une décision. Je m'inscrirais à un cours de photographie au collège communautaire local. Je recommencerais de zéro, cette fois sur de bonnes bases. Mon plus grand ennemi n'était ni la maladie ni la solitude, c'était l'abandon. Et j'en avais fini avec l'abandon. Le lendemain, vêtue d'un pull propre et bien repassé, je suis entrée dans le bureau des admissions du collège communautaire local. La responsable des inscriptions était aimable et patiente, et elle m'a aidée à m'inscrire à un cours d'introduction à la photographie. Voir les mots « Photographie 101 » imprimés en haut du formulaire d'inscription a fait battre mon cœur d'un mélange de nervosité et d'excitation, comme la première fois que j'avais touché un salaire. En tenant ma toute nouvelle carte d'étudiante, je suis sortie du bâtiment sous un après-midi ensoleillé. La lumière m'a enveloppé les épaules comme une bénédiction. À cet instant, j'ai presque vu la femme que j'étais à 20 ans, appareil en main, les yeux grands ouverts sur le monde. La vie au collège communautaire s'est révélée encore plus enrichissante que je ne l'avais imaginé.
La plupart de mes camarades de classe étaient des retraités comme moi, redécouvrant des parties d'eux-mêmes qu'ils avaient laissées derrière. Tous débordaient de rires, de conversations faciles et d'anecdotes qui jaillissaient à toute vitesse. Notre professeur, M. Dupont, était un ancien photographe de presse à la retraite, doté d'un esprit vif et d'une réserve inépuisable d'histoire. Chaque leçon était empreinte d'humour et de sagesse, et même ses anecdotes les plus anodines nous faisaient éclater de rire. Je me suis plongée dans l'apprentissage, et en peu de temps, j'ai trouvé un groupe d'âmes sœurs. Il y avait Martine, une ancienne architecte dont les photographies de structures de bâtiments étaient stupéfiantes. Thomas, un professeur de philosophie à la retraite, passionné par la capture de la vie de rue et des moments humains spontanés. Et Léa, une âme exubérante dont les photos étaient toujours remplies de fleurs et de ciel bleu. Nous nous sommes tout de suite entendus et avons formé notre propre petit club de photographie que nous avons nommé avec humour le Club de l'Objectif d'Or. Chaque week-end, nous partions ensemble pour des balades photographiques. Mon vieux Canon était rudimentaire comparé à l'équipement moderne des autres, mais les images en noir et blanc qu'il produisait avaient une profondeur et une âme qu'aucune technologie nouvelle ne pouvait reproduire. Plus tard, encouragé par M. Dupont, j'ai économisé l'équivalent de quelques mois de ma pension et j'ai acheté un appareil réflexe pour débutants. J'ai commencé à apprendre les techniques de post-traitement, plongeant dans le monde des ajustements de lumière, du recadrage et de la gradation des couleurs. Soudain, mes journées se sont remplies de sens et de joie. Étudier l'éclairage, cadrer les photos, ajuster les paramètres de l'appareil, perfectionner la vitalité d'une image, je me sentais comme si j'étais revenue à une époque où j'étais forte, vivante, pleine d'énergie. Là où le temps s'écoulait autrefois lentement, comme un robinet qui goutte, je me surprenais maintenant à souhaiter que chaque journée ait 30 heures au lieu de 24. Peu après, le centre communautaire a annoncé une exposition photographique intitulée « Vivre nos meilleures vies ». Notre club de l'Objectif d'Or a soumis quelques œuvres. À ma grande surprise, l'une de mes photos, « Crépuscule sur la Grande Rue », a remporté la 2e place. La photo capturait une rue paisible d'un petit village baigné dans un crépuscule doré, avec un vieil homme assis tranquillement sur son porche, une pipe entre les dents, parfaitement à l'aise avec le monde. Cet homme était Walter, le mari d'Hélène, assis juste devant leur maison dans la Grande Rue. Après l'exposition, le journal local a même publié un article sur moi, avec une photo et un titre. Une retraitée redécouvre sa passion à travers l'objectif. En tenant ce journal entre mes mains, en voyant mon nom et ma photo imprimée, une fierté profonde et indescriptible a jailli en moi. Il s'avère qu'il y a d'innombrables façons de vivre la vieillesse. Comme en photographie, changer de perspective et tout le paysage se transforme. Je n'étais plus le fardeau de personne, une pensée après coup. J'étais l'héroïne de ma propre vie. D'une manière ou d'une autre, Julien m'a mis la main sur cet article de journal et s'est présenté chez moi peu après. Il tenait le journal, le visage éclairé par un mélange de surprise et ce qui ressemblait presque à de l'incrédulité et de la fierté. « Maman, tu es incroyable. Vraiment, tu as gardé tout ça secret, avec le prix et tout, a-t-il ri, à moitié en plaisantant. Mais l'admiration sincère dans ses yeux était évidente. « Ce n'est rien, ai-je dit, feignant la modestie, même si mon cœur dansait à l'intérieur. Julien m'a observé attentivement un moment. « Je te jure, tu as l'air différente, a-t-il dit. Tu sembles plus lumineuse, tu as une énergie particulière. » Pour la première fois, je l'ai senti. Son regard avait changé. Ce n'était plus l'inquiétude polie et obligée qu'il offrait autrefois. C'était un vrai respect, quelque chose de plus chaleureux, qui a rempli mon cœur d'une joie douce et paisible. Quelques jours plus tard, Amandine a appelé. Nous n'avions pas beaucoup parlé quand, mine de rien, elle a dit « Charlotte, on m'a dit que tu prenais la photographie très au sérieux, tu gagnes même des prix. Ces appareils doivent être assez chers, non? » J'ai tout de suite capté l'éclat de curiosité dans son ton. Elle ne faisait pas que discuter. Elle cherchait des informations. Peut-être inquiète que je dépense mes économies, j'ai souri, la voix calme. « Oh, ce n'est pas grand-chose. Juste un petit passe-temps. J'ai aussi appris à faire de petits investissements, à mettre un peu d'argent de côté pour le matériel. Je n'ai pas mentionné quel type d'investissement j'avais fait, ni combien j'avais gagné. Je l'ai laissé dans le flou. Il y a eu une courte pause à l'autre bout de la ligne, presque imperceptible, avant que la voix d'Amandine ne devienne encore plus chaleureuse. «
Wow, c'est incroyable. Tu vis ta meilleure vie, Charlotte. Prends juste soin de toi, d'accord, ne te surmène pas. Après avoir accroché, j'ai souri pour moi-même. C'est drôle, non? Moins vous cherchez la validation, plus les autres s'approchent avec prudence. C'est la nature humaine. Ceux sur qui vous comptez vous prennent pour acquis, mais ceux qui se tiennent debout seuls rendent les autres mal à l'aise. Avec le temps, ma petite passion pour la photographie a commencé à prendre de l'ampleur. J'ai commencé à poster mes photos de paysages et de rues sur une plateforme de photographie en ligne. Au début, c'était juste pour le plaisir, mais peu à peu, des messages ont commencé à arriver, des gens demandant à acheter les droits de mes photos pour des sites web, des magazines ou pour décorer des cafés. Sur les conseils d'un ami, j'ai ouvert une petite boutique en ligne vendant des tirages de mes œuvres. Au début, je l'ai traité comme un projet secondaire, mais à ma surprise, l'affaire a commencé à décoller. Certaines de mes photos ont fini par orner les couvertures de livres de petites maisons d'édition. D'autres ont été achetées par des cafés indépendants pour décorer leurs murs. D'autres encore par des particuliers pour leur maison. Après avoir déduit les frais de plateforme et les coûts d'impression, je gagnais entre 300 et 400 € supplémentaires par mois. Ce n'était pas une fortune, mais pour moi, cela signifiait tout. Il ne s'agissait pas de l'argent en soi, mais de prouver que je pouvais encore créer de la valeur à mes propres conditions, à ma manière. Amandine a fini par entendre parler de ma petite réussite via une amie. Après cela, son attitude a complètement changé. Soudain, Amandine m'appelait tous les quelques jours pour prendre de mes nouvelles, avec une douceur qui frôlait l'exagération. « Charlotte, es-tu libre ce week-end? Viens dîner? Je prépare un ragoût de bœuf. »« Charlotte, il fait froid. Je t'ai acheté un poule neuf. Quand peux-tu passer le chercher? » Son enthousiasme était presque étouffant, et je savais exactement ce qui le nourrissait. J'ai décliné la plupart de ses invitations avec un sourire poli. « Amandine, c'est gentil. Mais ce week-end, je pars avec mon groupe de photographie. Je n'ai pas vraiment besoin d'un nouveau poule, peut-être pourrais-tu le donner à ta mère. Merci de penser à moi. » Je lui ai parlé de mes prochaines expositions de photographie. Des longs voyages que je planifiais avec mes amis du club de l'Objectif d'Or, de l'agitation et de l'excitation de mes journées. Je ne gardais pas de rancune, je n'avais simplement pas l'intention de retourner dans une relation basée sur des faux-semblants et des intérêts. Une fois que vous voyez les gens clairement, il est plus facile de les laisser partir. Je n'avais plus besoin de l'approbation des autres pour mesurer ma valeur. Le monde aime définir la richesse en chiffres, mais j'ai appris quelque chose de bien plus précieux. La vraie richesse, c'est la liberté, surtout celle qui vient de vivre sans les chaînes de la culpabilité, de l'obligation ou des attentes de quiconque. Mon parcours photographique prenait de plus en plus d'élan. Lors d'une exposition, un photographe local renommé a vu mon travail. Il n'arrêtait pas de louer ma photo, Crépuscule sur la Grande Rue, disant qu'elle transmettait une honnêteté émotionnelle rare, une qualité réelle et pleine de tendresse humaine. Grâce à sa recommandation, j'ai été invitée à présenter mon travail au prochain Festival des Arts de la ville. C'était un honneur qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. J'ai soigneusement sélectionné 5 de mes meilleures pièces, je les ai retravaillées, imprimées et encadrées. Le jour de l'inauguration, je portais un nouveau trench bleu-gris, ma badge d'exposante fièrement épinglée sur la poitrine. Devant mes photos, je ressentais un mélange de nervosité et de fierté bouillonnant en moi. La salle d'exposition grouillait de visiteurs. J'ai observé, le cœur battant, les gens s'arrêter devant mes photographies, les contempler, chuchoter. Certains jeunes ont même sorti leur téléphone pour prendre des photos, cadrant soigneusement, presque avec révérence. La sensation d'être vraiment vue, vraiment reconnue, était bouleversante et magnifique. Pendant un instant, j'avais l'impression d'avoir à nouveau 30 ans. Du coin de l'œil, j'ai aperçu 2 silhouettes familières. Julienne et Amandine se tenaient au bord de la foule, regardant mes photos, puis me regardant. Leur visage était un livre ouvert. Surprise, incrédulité et quelque chose de plus difficile à dissimuler, de l'inconfort, peut-être même une pointe de regret. Amandine a pris une grande inspiration, a affiché un sourire éclatant et s'est approchée. « Charlotte, félicitations! Ton travail est incroyable, absolument professionnel! » a-t-elle exclamé avec enthousiasme, la voix un peu trop forte, l'expression un peu tendue, les émotions tourbillonnant dans ses yeux comme une tempête qu'elle ne pouvait contenir. Julien m'a suivi, me tapotant l'épaule.
Maman, sérieusement, je n'avais aucune idée que tu étais si douée. J'ai hoché la tête calmement. Merci. À l'intérieur, je ne ressentais que de la sérénité. Quelle ironie de la vie. Au moment où vous cessez de désirer l'approbation de quelqu'un, c'est là qu'il se précipite pour vous l'offrir. Mais à ce stade, leurs applaudissements ne signifiaient plus rien. Après l'exposition, Julien et Amandine ont insisté pour m'emmener dîner pour célébrer. Je les ai laissés faire. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant italien chaleureux à proximité, dans un salon privé. La table était couverte de plats riches et colorés, mais l'atmosphère était forcée, teintée d'une joie artificielle. Julien n'arrêtait pas de remplir mon verre, me couvrant de compliments. Amandine affichait un sourire éclatant, empilant de la nourriture dans mon assiette, me choyant avec une chaleur un peu excessive. Sous la surface, je voyais tout clairement. Ce dîner n'était pas seulement une célébration, c'était une mise en scène. Et en effet, après le 3e verre de vin et le 5e plat, Julien a enfin posé sa tasse et a parlé, feignant la désinvolture. « Maman, eh bien, Amandine et moi, nous cherchons une maison en ce moment. » J'ai hoché la tête légèrement, attendant la vraie raison. « Cet appartement devient un peu petit, » a-t-il poursuivi. « Surtout si nous pensons à fonder une famille. Nous avons trouvé un endroit, 3 chambres, un emplacement idéal, vraiment parfait, mais il nous manque un peu pour la compte. » Il a jeté un coup d'œil rapide à Amandine. Amandine s'est immédiatement rapprochée, la voix mielleuse. « Charlotte, nous pensions que, comme ta photographie va si bien, avec les prix, les ventes et tout, peut-être que tu pourrais, tu sais, nous aider un peu. » Ses yeux brillaient d'attente, masquant à peine l'urgence sous-jacente. C'était toujours la même danse. Il voulait de l'argent. J'ai souri intérieurement. Quelle routine prévisible. J'ai posé mes couverts lentement, essuyé ma bouche avec une serviette et les ai regardés, parfaitement calmes. Acheter une nouvelle maison semble merveilleux, ai-je dit posément, comme si je commentais la météo. Mais je crains de ne pas pouvoir être d'une grande aide. Le sourire d'Amandine s'est effacé, sa voix s'est légèrement durcie. Pourquoi pas? Eh bien, ai-je dit, tapotant doucement le bord de mon verre d'eau, la photographie n'est pas exactement un passe-temps bon marché. Le nouvel équipement, les frais de voyage pour les sessions, et récemment, j'ai commencé à réunir des fonds avec des amis pour ouvrir un petit studio de photographie. Ça va nécessiter un investissement initial considérable. J'ai laissé cela pénétrer avant de porter le coup final, toujours souriante. De plus, je planifie un grand voyage en Alaska à la fin de l'année pour photographier les aurores boréales. J'ai déjà tout l'argent réservé. Julien a penché la tête, prétendant prendre une gorgée de thé. Le visage d'Amandine s'est crispé, la déception et la frustration à peine dissimulées se reflétant sur ses traits. « Intéressant », a-t-elle murmuré. « Quand vous créez enfin votre propre monde, il reste dehors, frappant à la porte en vain. Le prétendu dîner de célébration s'est terminé exactement comme je m'y attendais. Non pas avec chaleur, mais avec un au revoir calme et tendu. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. Patricia, la mère d'Amandine. Sa voix débordait d'enthousiasme, déversant des louanges si abondantes qu'elle semblait presque couler du combiné. Elle m'a qualifiée d'inspirante, pleine de talents cachés, et a insisté sur le fait que je vivais ma vie à fond. Puis est venue la véritable raison de son appel. « Charlotte, es-tu libre bientôt? Pourquoi ne viendrais-tu pas prendre le thé? Nous pourrions rattraper le temps perdu. » Tous mes instincts se sont mis en alerte maximale. Pourtant, j'ai accepté. J'étais curieuse. Que tramait-il vraiment? Quand je suis arrivée chez elle, Patricia m'a accueillie comme si j'étais une célébrité perdue depuis longtemps. Le thé coulait à flot. Une variété de pâtisseries importées couvrait la table, et les compliments ne cessaient de pleuvoir comme un robinet cassé. Robert, le père d'Amandine, était assis raide à côté, semblant vouloir disparaître, s'efforçant de lâcher un rire gêné de temps en temps. Après une épuisante série de bavardages futiles, Patricia a enfin laissé tomber le masque. Elle s'est rapprochée, baissant la voix en un murmure mielleux. « Charlotte, il y a quelque chose que je voulais mentionner. Mon fils, le frère d'Amandine, David, travaille sur un projet incroyable en ce moment. Il a un potentiel énorme, vraiment énorme. » Elle a baissé la voix encore plus. Il a juste besoin d'un peu de capital initial. J'ai souri froidement à moi-même.
La voilà. Patricia a continué, la voix insistante et mielleuse. Je veux dire, je sais que tu as un bon flair pour les investissements ces derniers temps. Et avec tes ventes de photos qui vont bien, pourquoi ne pas t'impliquer? Ça ne coûterait pas grand-chose. Peut-être 100 000 euros. Il y aura des dividendes d'ici la fin de l'année, bien plus facile que de gagner photo par photo. L'éclat dans ses yeux était indéniable. Elle ne me voyait plus. Elle voyait un distributeur de billets ambulant et parlant. J'ai levé ma tasse de thé, soufflé doucement sur le bord et dit lentement « Patricia, merci beaucoup de penser à moi, mais je crains de ne pas pouvoir aider. » Son sourire s'est figé. « Pourquoi pas ?» a-t-elle demandé, s'efforçant de garder un ton léger. « Pour être honnête, » ai-je dit, posant ma tasse avec soin, l'expression aussi sérieuse que la sienne était fausse, je viens de m'associer avec des amis pour ouvrir un studio de photographie. J'ai pratiquement épuisé mes fonds. En ce moment, je ne pourrais pas sortir un centime, même si je le voulais. Un studio de photographie? Patricia a cligné des yeux, clairement déconcertée. C'est ça, ai-je dit avec un sourire éclatant. Nous commençons à peine, nous sommes très occupés. Son expression s'est aigrie légèrement, mais elle a forcé un autre sourire fragile et le sujet a été abandonné. Les gens révèlent leur vrai visage quand ils pensent que vous avez quelque chose dont ils ont besoin. Quand vous êtes dans le besoin, ils vous ignorent. Quand vous brillez, ils se précipitent pour vous couronner. Ce genre d'affection bon marché, j'avais appris depuis longtemps à le sourire et à le refuser poliment. Quant à mon petit studio, il prenait à peine son envol, mais nous avions déjà décroché notre premier gros contrat. Une agence de voyage est tombée amoureuse de notre style photographique et nous a engagés pour réaliser une campagne promotionnelle pour leur nouveau circuit des aurores boréales en Alaska. Quand le contrat a été signé et que l'avance est arrivée sur le compte, tout le bureau a explosé de joie, comme un matin de Noël. Ce n'était pas seulement un travail, c'était un rêve que j'avais gardé pendant des décennies et qui prenait enfin vie. Je me suis lancée dans les préparatifs avec l'excitation d'un enfant avant une sortie scolaire. Rechercher les prévisions météo, améliorer l'équipement, nettoyer les objectifs. Tout était un tourbillon magnifique. Quand Julien a appris que je partais en Alaska pour un mois entier, il m'a appelée immédiatement. « Maman, l'Alaska, pour un mois? Sérieusement, à ton âge? Il fait un froid glacial là-bas. Es-tu sûre de pouvoir le supporter? » Sa voix était pleine d'inquiétude, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus dur, de plus aigu. « Je vais très bien, » ai-je dit en riant. « Je serai avec toute l'équipe. Nous veillerons les uns sur les autres. » Mais un mois entier, tu es le pilier de ce studio. Et tous ces frais de voyage doivent coûter une fortune. Voilà la vraie préoccupation. Il craignait que je n'investisse trop en moi-même, réduisant le plan de secours qu'il gardait discrètement dans sa poche arrière. J'ai soupiré intérieurement, mais j'ai gardé une voix joyeuse. Bien sûr, c'est cher, mais cette fois, l'agence de voyage paie la note. Quant au studio, Thomas et Léa peuvent tout gérer en mon absence. Maman, peut-être que tu devrais y réfléchir un peu plus. Pas besoin, l'ai-je interrompu doucement. Le billet est déjà réservé. J'ai passé ma jeunesse enchaînée aux hypothèques, aux frais de scolarité, à d'innombrables responsabilités. Maintenant, c'est mon tour. Je ne vais pas rater un autre horizon. Julien est resté silencieux à l'autre bout de la ligne. Dans notre jeunesse, la survie était la priorité, écrasée par les prêts et les obligations que nous n'osions jamais remettre en question. Mais en vieillissant, j'ai appris la vraie leçon. La liberté ne vous est pas donnée. Elle se gagne, pas à pas, avec effort et détermination. L'Alaska s'est révélé encore plus impressionnant que je ne l'avais imaginé. Les aurores boréales dansaient dans le ciel nocturne, déversant des vagues de lumière comme un artiste peignant des galaxies entières sur une toile. Nous, un groupe hétéroclite de photographes chevronnés, transportions notre lourd équipement dans des nuits glaciales, marchant péniblement sur un sol gelé pour capturer chaque miracle fugace de couleurs. C'était un travail épuisant, froid et exténuant, mais mon cœur ne s'était pas senti aussi vivant depuis des années. C'était une joie pure et sans filtre. Au cours de ce mois, nous avons non seulement réussi la session, mais notre petit studio a également touché son premier salaire substantiel. Et surtout, lors de ce voyage, j'ai rencontré quelqu'un qui allait changer ma vie.
Elle s'appelait Emily Sanchez. Elle avait 2 ans de moins que moi et était également une voyageuse solitaire à la recherche des aurores boréales. Nous nous sommes rencontrés par hasard sur un petit marché en plein air dans un village tranquille. Une conversation a surgi et nous avons vite réalisé que nous avions bien plus en commun que la photographie. Émilie avait été professeure dans un collège communautaire avant de prendre sa retraite. Son mari était décédé quelques années plus tôt et ses enfants s'étaient dispersés dans d'autres régions. Elle vivait seule, indépendante, pleine de vie et d'histoire. Nous parlions de photographie, de voyage, de la vie, et à mi-chemin du voyage, nous sommes devenus inséparables. Nous prenions des photos ensemble, partagions des repas, veillions l'une sur l'autre. Avec Émilie, tout semblait facile et léger. Pas de motifs cachés, pas d'obligations, juste une amitié simple et sincère. À la fin du voyage, elle m'a serré fort dans ses bras et a souri. « Charlotte, te rencontrer a été le meilleur moment de toute cette aventure. Quand seras-tu prête? Prochaine étape, l'Islande. Les aurores boréales y sont encore plus spectaculaires. » Marché conclu, ai-je ri sans hésiter. De retour chez moi, j'ai contemplé mon compte bancaire qui grossissait, les centaines de photos époustouflantes stockées sur mon disque dur, les selfies amusants qu'Émilie et moi avions pris ensemble, et j'ai ressenti une satisfaction plus profonde que les mots ne pouvaient exprimer. Il s'avérait que la vie après 60 ans pouvait être encore plus excitante que les années précédentes, surtout quand on cessait de perdre du temps avec des gens et des choses qui ne vous méritaient pas. Émilie et moi sommes restés en contact, échangeant des photos, partageant des conseils de retouche et planifiant notre aventure islandaise. On aurait dit que la vie avançait enfin. Moi, j'avançais enfin. Mais la vie, imprévisible comme toujours, m'a lancé une balle courbe. Un matin, alors que je cherchais du nouvel équipement en ligne, un vertige soudain m'a submergé. J'ai senti un engourdissement du côté droit. Ma parole était brouillée. Mon cœur s'est serré. J'ai immédiatement composé le 112. À l'hôpital, ils ont confirmé un léger AVC. Heureusement, j'ai reçu de l'aide assez rapidement pour éviter des dommages graves, mais les médecins ont insisté pour que je reste en observation au moins une semaine. Allongée dans ce lit d'hôpital stérile, sous des lumières fluorescentes crues, avec une odeur d'antiseptique imprégnant l'air, une profonde tristesse m'a envahie. L'Islande devrait attendre. Émilie venait presque tous les jours. Elle m'apportait de la soupe faite maison, les derniers magazines de photographie et une chaleur qui perçait le froid des murs de l'hôpital. Elle aidait même au studio, s'assurant que tout fonctionnait parfaitement. Sa bonté était simple, pure, réelle, comme la lumière du soleil filtrant à travers une vitre givrée. Julien et Amandine sont venus aussi. Ils étaient attentifs, se comportant comme des soignants parfaits. Julien faisait des courses. Amandine rôdait près du lit, m'offrant de l'eau, épluchant des fruits, me dorlotant. En les observant, je ressentais un mélange complexe d'émotions. Je savais, au fond, quelle part de leur inquiétude était sincère et quelle part était pure comédie. Une semaine plus tard, j'ai obtenu mon autorisation de sortie. Les médecins m'ont conseillé de prendre les choses doucement, de manger sainement et d'éviter le stress. Le jour où je suis rentrée chez moi, Amandine a fait son mouvement. « Charlotte, a-t-elle dit joyeusement, maintenant que tu viens de sortir de l'hôpital, nous sommes très inquiets à l'idée que tu sois seule. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec nous? Nous pourrions prendre soin de toi comme il faut. » Ses yeux brillaient de ce qu'elle pensait être une sincérité convaincante, mais je pouvais sentir la vraie raison, aiguë et amère, sous toute cette douceur. Le véritable amour n'a pas de conditions. La piété filiale calculée sent toujours mauvais. Je me suis appuyée contre le canapé, serrant la tasse de soupe qu'Émilie m'avait apportée, laissant sa chaleur se diffuser à travers mes doigts jusqu'à mon cœur. « Merci, Amandine », ai-je dit avec un sourire aimable mais ferme. Mais ce n'est pas nécessaire. Je me rétablis bien. J'ai l'habitude de vivre seule et j'aime ma liberté. J'ai marqué une pause, puis ajouté nonchalamment. De plus, Émilie vit à quelques rues d'ici. Elle peut passer si j'ai besoin de quelque chose. J'ai vu le changement sur le visage d'Amandine, le sourire qui s'est crispé trop vite, la petite lueur de quelque chose de tranchant dans ses yeux, mais elle s'est vite ressaisie, remettant son masque de belle-fille inquiète. «
Bien sûr, tu sais, les accidents arrivent. Nous voulons juste être prêtes. Elle a hésité un instant, puis a lâché la vraie surprise, d'une voix légère comme une plume, presque désinvolte. Charlotte, peut-être qu'il est temps de penser à faire un testament. Pas pour une mauvaise raison, bien sûr, juste pour être prudente. C'est mieux d'avoir tout en ordre que de devoir gérer des problèmes plus tard. Et voilà. Le renard ne pouvait pas cacher sa queue éternellement. J'ai souri doucement, jouant mon rôle à la perfection. Un testament, ai-je dit, me grattant la tête comme si j'étais perplexe. Oh, je n'ai pas grand-chose, tu sais, juste cette vieille maison et une petite pension, assez pour m'en sortir. Puis j'ai ajouté, l'air détaché. Et maintenant, ça va plutôt bien. Le studio m'occupe beaucoup. Peut-être que quand les choses se calmeront, j'y penserai. Les yeux d'Amandine se sont assombris un instant. Un éclat de frustration brute qu'elle n'a pas pu cacher avant de replâtrer son sourire mielleux. Parfois, faire l'idiote est l'armure la plus affûtée qu'une vieille femme puisse porter. Après ma sortie de l'hôpital, l'enthousiasme d'Amandine est devenu presque absurde. Avant, elle m'appelait de temps en temps, mais maintenant, elle se présentait chez moi tous les 2 jours, chargée de fruits bio, de compléments alimentaires et d'un sourire trop sucré. « Charlotte, comment te sens-tu ces jours-ci? Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. » Elle était plus chaleureuse qu'une fille, mais ses yeux ne cessaient de vagabonder, scrutant mon salon, s'arrêtant sur les étagères. Le bureau, les tiroirs et ses conversations informelles étaient tout sauf innocentes. « Charlotte, ton studio de photographie marche bien, non? Sur quel gros projet travailles-tu? Émilie vit seule aussi, n'est-ce pas? Vous vous voyez souvent, hein, Charlotte? Peut-être qu'il est temps de rénover cet endroit. Imagine comme ce serait beau avec une touche moderne. » Chaque question était enrobée de miel, mais portait une sonde fine et acérée sous la surface. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Pourtant, j'ai souri poliment, gardé un ton léger et ne lui ai fait rien dit. Mais un après-midi, tout a changé. J'étais partie prendre une douche. Comme je me remettais encore, je bougeais lentement, prenant mon temps. En sortant, une serviette sur les épaules, je suis passée devant le bureau et à travers la porte entr'ouverte, je l'ai vue. Amandine, debout près de mon bureau, feuilletant des papiers avec l'attention d'un voleur. Je me suis approchée sans bruit, le cœur battant. Elle tenait mes relevés bancaires et mes polices d'assurance. Pendant 1 seconde, le monde a vacillé. Le froid qui m'a traversée était plus intense que n'importe quel vent d'Alaska. Elle avait attendu que je sois vulnérable, littéralement nue et sans défense, pour fouiller dans mes documents privés. La fureur qui a surgi en moi a failli exploser sur place, mais je me suis forcée à m'arrêter. Pas encore, pas maintenant. Si je l'affrontais, je perdrais l'avantage. Mieux valait jouer plus intelligemment. Je me suis raclé la gorge bruyamment depuis le couloir, mes pas lents et délibérés alors que je me dirigeais vers ma chambre. J'ai entendu un mouvement frénétique derrière moi, Amandine rangeant les papiers dans le tiroir, se recomposant une expression avant de sortir comme si de rien n'était. « Oh, Charlotte, tu as fini? Je n'ai pas entendu l'eau s'arrêter. Je me suis juste permis de regarder un peu en attendant. » Ce sourire faux et écœurant. Ce n'étaient pas les étrangers dont il fallait se méfier, mais ceux qui enveloppaient leur avidité dans le langage de la famille. Ce soir-là, après avoir vérifié 2 fois chaque serrure de chaque fenêtre, j'ai rassemblé tous les documents importants, l'acte de propriété de la maison, les cartes bancaires, les papiers d'assurance, les accords de fiducie, et je les ai rangés dans le petit coffre-fort que j'avais discrètement installé des mois plus tôt. Quelques jours plus tard, Émilie est venue me rendre visite. Nous étions assises dans la cuisine, prenant le thé, sa compagnie agréable me réchauffant de l'intérieur comme de l'extérieur. À mi-parcours, Émilie a hésité, jouant avec sa tasse. « Charlotte, il y a quelque chose que j'hésite à te dire. »« Vas-y, Émilie, ai-je dit doucement. » Pas de secrets entre nous. Elle s'est mordu la lèvre et s'est rapprochée. Il y a quelques jours, une femme étrange a frappé à ma porte et m'a posé tout un tas de questions sur toi. Des trucs très précis. Ta santé, tes revenus, si tu as des enfants, si tu comptes te remarier. Une peur sourde s'est emparée de mon estomac. À quoi ressemblait-elle? Ai-je demandé à voix basse. Émilie l'a décrite et mon cœur s'est serré. Ça portait les empreintes d'Amandine partout. Pour être sûre, j'ai demandé à Thomas, un ancien policier qui travaillait maintenant avec moi au studio,
de faire quelques recherches. Il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité éclate. Amandine avait engagé un détective privé. Elle avait ordonné une enquête complète sur moi, mes finances, et avait même tenté de fouiller dans la vie de mes associés. À cet instant, tout espoir restant s'est effondré. Pour eux, je n'étais pas de la famille. J'étais un billet de loterie vivant qu'ils n'avaient pas encore encaissé. Et curieusement, après que la vague de détresse et de colère est passée, j'ai souri. S'ils voulaient jouer, j'étais plus que prête, et cette fois, ce serait moi qui fixerais les règles. Ce jour-là, alors qu'Amandine était chez moi, j'ai délibérément pris le téléphone et, d'une voix assez forte pour que tout le salon l'entende, j'ai appelé mon avocat, Monsieur Martin. Monsieur Martin, pourriez-vous passer chez moi demain après-midi? J'aimerais discuter de la révision de mon testament, le plus tôt possible. Au moment où ces mots ont quitté ma bouche, j'ai entendu un bruit fracassant de verre brisé dans le salon. J'ai souri intérieurement. Quand la famille devient charognarde, la meilleure revanche est de leur donner des nuits blanches. L'après-midi suivant, comme prévu, M. Martin est arrivé, et par hasard, Amandine s'est aussi présentée, cette fois avec un panier rempli de fruits. En voyant l'avocat assis dans le salon, son sourire s'est durci, comme un masque collé sur le mauvais visage. C'était forcé, fragile, presque risible. J'ai invité M. Martin à s'asseoir et, m'assurant qu'Amandine puisse entendre chaque mot, je suis allé droit au but. « Monsieur Martin, » ai-je dit calmement, « j'aimerais mettre à jour mon testament. Il est important que tout soit en ordre avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai poussé un soupir théâtral pour l'effet, baissant la voix sur un ton sombre. Vu mon âge et mes récents problèmes de santé, je pense qu'il est préférable d'être très clair sur ce qui concerne la maison, mes économies et mes parts dans le studio. Amandine était assise au bord du canapé, épluchant une pomme avec un soin exagéré, mais ses oreilles étaient tendues, comme celles d'un faucon. J'y ai longuement réfléchi, ai-je continué, souriant juste assez pour enfoncer le couteau. Je prévois de léguer la moitié de mon patrimoine à l'Association des photographes de Lyon pour créer un fonds pour les photographes seniors qui, comme moi, continuent de chercher la beauté et la passion dans la maturité. La pomme a glissé des mains d'Amandine et a heurté le sol avec un bruit sourd et répugnant. Son visage a blêmi, ses lèvres ont tremblé, ses yeux, grands ouverts et frénétiques, m'ont fixé comme si je l'avais giflé. « Charlotte », a-t-elle bégayé, incapable de former une phrase. Je l'ai complètement ignorée et me suis tournée vers M. Martin pour discuter des détails de la donation, comme si Amandine n'était même pas là. M. Martin a hoché la tête pensivement, notant tout sans une trace d'émotion. Quand nous avons fini et que M. Martin est parti, Amandine est restée là, figée dans un coin du canapé, une coquille vide de son moi habituellement jovial. Enfin, elle a croassé. « Charlotte, es-tu sérieuse? Julien est ton fils. » Je l'ai regardée, calme et inébranlable. J'y ai beaucoup réfléchi, ai-je dit, la voix douce mais ferme. L'argent, c'est juste de l'argent. Je préfère qu'il laisse quelque chose de significatif plutôt qu'il devienne une monnaie d'échange pour ceux qui ne se sont jamais vraiment souciés. Le visage d'Amandine s'est contracté, sa fausse jovialité s'est dissoute en quelque chose d'amer et brut, mais elle n'a pas osé discuter. Ce soir-là, je me suis allongée sur le canapé et j'ai ouvert l'image de la caméra cachée que j'avais discrètement installée chez Julien quelques semaines plus tôt, pointée uniquement sur le salon. Sur l'écran, Amandine et Julien se disputaient violemment. Amandine agitait les bras de frustration, la voix hachée et stridente. Julien était affalé, fumant cigarette sur cigarette, le visage désolé. Je les ai observés en silence, sans ressentir de triomphe, juste une tristesse si profonde qu'elle semblait fossilisée. La douleur la plus profonde de la vie n'est pas la solitude. C'est de réaliser que même les liens du sang peuvent devenir une hostilité froide et transactionnelle. Je le savais. Cette horrible mascarade devait cesser. Le lendemain, j'ai appelé Julien, Amandine, Patricia et Robert pour les inviter à dîner le week-end suivant. Il y a eu des hésitations, des voix tendues et prudentes au téléphone, mais finalement, tous ont accepté. Le samedi soir, nous nous sommes réunis dans un restaurant calme. Le salon privé était faiblement éclairé, projetant une lumière douce qui ne parvenait pas à masquer la tension autour de la table. Les yeux de Patricia balayaient nerveusement la pièce. Amandine jouait avec sa fourchette, prétendant ne pas remarquer le tremblement de ses mains. Julien restait raide et sombre, la mâchoire serrée.
Seul Robert gardait une certaine contenance, mais même lui ne pouvait dissimuler l'inquiétude dans ses yeux. Les plats sont arrivés intacts. L'air s'épaississait comme du ciment humide. Je me suis éclairci la gorge, brisant le silence. Je vous ai réunis ici pour clarifier les choses, ai-je dit calmement, mes yeux les parcourant avant de se poser directement sur Amandine et Patricia. La pièce s'est figée. Lentement, délibérément, j'ai sorti un petit appareil noir de mon sac, un enregistreur vocal. Toutes les respirations autour de la table semblaient s'arrêter en même temps. J'ai appuyé sur « play ». « Maman, tu sais, Charlotte ne touche que, quoi, 2000 et quelques par mois de retraite. Ça lui suffit d'à peine. Si elle tombe malade, on devra s'occuper d'elle. Et franchement, on ne peut pas. » Exactement. Je t'avais prévenu, il faut planifier à l'avance. Elle est déjà un fardeau financier. Mieux vaut qu'elle signe l'acte de la maison maintenant, tant qu'elle est encore lucide. Et soyons honnêtes, sa santé n'est pas terrible. Elle ne tiendra peut-être pas longtemps. Les voix d'Amandine et de Patricia résonnaient, fortes et indéniables. Chaque mot tombait comme une gifle dans la pièce. C'était l'art de survivre à la trahison. Ne pas l'endurer, mais choisir le moment précis pour abattre ses cartes. L'enregistrement continuait. Personne ne parlait. Personne n'osait. Le visage d'Amandine a blêmi comme celui d'un fantôme. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'agrippait au bord de la table. Patricia était assise, les yeux écarquillés, tordant le bord de la nappe entre ses doigts, la panique suintant de chaque pore. Julien regardait Amandine avec incrédulité, à peine capable de respirer. Robert a soupiré, ses épaules s'affaissant en signe de défaite, fermant les yeux face au désastre qui se déroulait. La vérité était exposée, et il n'y aurait pas de retour en arrière. L'enregistrement s'est enfin arrêté. J'ai éteint l'appareil calmement et j'ai regardé autour de la table. Le regard ferme, sans ciller. Cet enregistrement, ai-je dit à voix basse, mais tranchant la pièce comme une lame, je l'ai capturé lors de ma visite pour le Nouvel An chez vous. Je suis venue avec le simple espoir d'une réunion familiale, et à la place, voilà ce que j'ai entendu. J'ai marqué une pause, laissant les mots flotter dans l'air épais et glacial. Alors je suis partie, pas parce que la voisine avait une urgence, mais parce que mon cœur était déjà gelé. Une autre pause. Puis j'ai repris, chaque mot mesuré, délibéré. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi. La valeur d'une personne se résume-t-elle au montant de son compte bancaire? Vivre avec une pension modeste signifie-t-il que je mérite d'être écartée? Qu'on complote contre moi? J'ai souri, non pas avec amertume ou colère, mais avec une clarté calme et endurcie. J'ai réalisé quelque chose. Ma valeur n'a jamais été entre les mains de quelqu'un d'autre, et votre mépris ne la diminue certainement pas. Ma voix était claire et ferme, perçant le silence épais et étouffant. Et j'ai continué. J'ai officiellement mis à jour et fait authentifier mon testament. Tous les regards se sont fixés sur moi. Après mon décès, ma maison sera donnée à un programme de logement pour seniors de la communauté, offrant un refuge aux résidents âgés dans le besoin. Mes économies seront utilisées pour mes propres soins, ma santé, mes voyages, pour m'assurer de vivre mes dernières années avec liberté et dignité. Et les bénéfices et actifs de mon studio de photographie financeront la création du fonds Rêve d'argent via l'Association des photographes de Lyon pour soutenir d'autres créateurs seniors qui refusent de passer inaperçus. La pièce était d'un silence étouffant. Le visage d'Amandine a blêmi. Patricia gardait la tête baissée, silencieuse et honteuse. Julien a bougé les lèvres, comme s'il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais il a fini par fermer les yeux, le poids de tout cela l'écrasant. Puis le silence s'est brisé. Robert a frappé la table de la main, produisant un craquement fort et furieux. « Vous deux, » a-t-il dit, la voix tendue par la colère et tremblante de déception. « Vous êtes allés trop loin, vous vous êtes déshonorés. » Il s'est tourné vers moi, la voix brisée, et a fait une profonde révérence. « Charlotte, je suis désolée, vraiment désolée. J'aurais dû faire plus, j'aurais dû arrêter ça. Pardonne-nous, s'il te plaît. » Julien s'est enfin effondré. Il a saisi ma main, sanglotant ouvertement, complètement désemparé. « Maman, je suis désolée, tellement désolée. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Amandine restait figée, la tête baissée, une sculpture sans vie de remords. Je suis restée immobile, les regardant,
non pas avec triomphe ou vengeance, mais avec une tristesse profonde et déchirante. La chose la plus fragile au monde n'est pas le cristal, c'est l'amour familial soumis au poids écrasant de l'avidité. Je me suis tournée vers Julien, ma voix douce mais inébranlable. « Julien, ne pleure pas. » Il m'a regardé, le visage trempé de larmes. « Mère et fils, nous sommes liés par le sang, c'est inséparable. » J'ai parlé doucement. « Mais à partir d'aujourd'hui, nous vivons des vies séparées. Je n'ai plus besoin de ton amour ni de ton respect, et je ne t'offrirai pas non plus un sacrifice inconditionnel. Nous sommes une famille, oui, mais nous sommes aussi des individus, responsables de nous-mêmes. » J'ai laissé mes yeux parcourir la table, s'arrêtant brièvement sur chaque visage avant de s'installer dans un sourire doux, presque serein. En fait, j'ai déjà des projets pour le mois prochain. L'Islande, la Norvège, cap au nord pour chasser les aurores, capturer la lumière et la neige de l'Arctique. Ma nouvelle vie, ai-je dit simplement, ne fait que commencer. Personne n'a parlé. Personne n'a osé. Le dîner s'est terminé maladroitement, sombrant dans le silence. Julien a insisté pour me ramener chez moi. Tout le trajet du retour, il a agrippé le volant avec force, ouvrant la bouche plusieurs fois, mais incapable de trouver les mots. Quand nous nous sommes arrêtés devant ma maison, j'ai saisi la poignée de la porte. Avant que je puisse sortir, il m'a attrapé le bras. « Maman !» Sa voix s'est brisée. Puis il a ouvert la portière d'un coup et, en un instant, s'est jeté à genoux sur l'allée gelée. « Maman, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. » En le voyant là, à genoux, les épaules secouées de sanglots, quelque chose en moi s'est tordu. Après tout, c'était l'enfant que j'avais élevé de mes propres mains. J'ai fait un pas vers lui lentement, le cœur douloureux, et je l'ai doucement relevé. « Julien !» ai-je dit doucement, posant une main sur son épaule tremblante. « Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, ce n'est pas l'excuse dans un moment de remords, mais la responsabilité à vie qui suit. » Je lui ai tapoté l'épaule, la voix calme et inébranlable. « Je n'ai pas dit que je te pardonnais, et je n'ai pas dit que je ne le faisais pas. Certaines fractures, même réparées, ne redeviennent jamais ce qu'elles étaient. Pardonner ne signifie pas oublier, et l'amour familial ne devrait jamais exiger des sacrifices infinis. » Un an plus tard, Émilie, deux vieilles amies de notre groupe de photographie, et moi avons entrepris un road trip à travers la moitié de la France. Nous avons photographié la culture provençale dans les rues tranquilles d'Aix-en-Provence. Nous sommes restés sans voix devant les pics majestueux des Alpes. Nous avons capturé l'éclat sauvage des fêtes de rue et l'humanité brute des marchés animés de Marseille. Mes compétences en photographie s'étaient considérablement améliorées. À travers mon objectif, je ne capturais plus seulement des paysages, mais des cœurs, des histoires, les visages simples et burinés par le vent de la vie quotidienne. Notre petit studio de photographie avait également prospéré, prenant en charge des projets documentaires et des expositions communautaires. Ma vie de retraitée était plus intense, plus libre et plus épanouie que n'importe quel autre chapitre de ma vie. Parfois, Julien prenait l'avion pour rejoindre la ville que j'explorais, juste pour passer quelques jours avec moi. Il y avait désormais plus de distance entre nous, mais dans cet espace s'était installé un respect calme et sincère. Il ne posait plus de questions sur l'argent, ne faisait plus d'allusion à un héritage. Il écoutait simplement. Il écoutait mes récits de voyage, étudiait les photographies que je ramenais, souriait à mes histoires. Quant à Amandine, après ce dîner, elle n'est plus jamais réapparue devant moi. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles son mariage avec Julien s'était complètement effondré après d'interminables disputes, avec des murmures de divorce, mais c'était leur chemin désormais, pas le mien. J'avais tourné la page depuis longtemps. Un jour, Émilie a écrit un court article sur mon histoire et l'a envoyé à un magazine connu. Le titre était « D'une mer invisible à un ciel infini ». À notre grande surprise, l'article a fait sensation. Nous avons reçu des centaines de lettres et de messages, des gens partageant leurs propres luttes, leurs années perdues, leurs nouveaux départs timides, mais pleins d'espoir. Les médias ont commencé à mettre en lumière l'indépendance des seniors, s'interrogeant sur la manière dont la société pouvait véritablement offrir respect et liberté à ses aînés. Et moi, une femme qui, après la retraite, n'avait voulu qu'une vie tranquille, je me suis retrouvée, par un étrange tour du destin, à devenir un petit symbole lumineux. Parfois, je recevais des lettres d'autres voyageurs aux cheveux argentés qui me demandaient comment reconstruire une vie de zéro, comment s'aimer à nouveau après des années à être oublié,
J'ai répondu à chacune du mieux que je pouvais, puisant dans ma propre expérience. Je leur disais, du fond du cœur, « Il n'est jamais trop tard. Votre vie peut toujours recommencer si vous le voulez. » À cet instant, la lumière du soleil filtre à travers ma fenêtre. Une tasse de thé fumant repose près de ma main. Autour de moi, le doux murmure d'âmes sœurs, de compagnons de voyage, remplit l'air de rire et de lumière. Et dans mon cœur, il n'y a que de l'excitation pour la prochaine aventure. En regardant en arrière, toutes les douleurs, les trahisons, les déceptions n'étaient que des pierres éparpillées sur le chemin. Elles ne m'ont pas arrêté. Elles ont construit le sentier sous mes pieds. La dernière étape de la vie ne consiste pas à attendre, mais à s'épanouir. Ma valeur n'a jamais été inscrite sur un chèque. Ma valeur a toujours été et sera toujours de choisir de vivre pleinement, courageusement et brillamment en étant moi-même. Voici ma réponse à tous ceux qui parcourent encore ce chemin.